sans doute le budget que personne n'approuvera, que personne ne souhaite, ni d'un côté de l'hémicycle, ni de l'autre, ni au milieu, mais il en faut un, voilà, même s'il n'est pas très bon. Mais moi, Et même si certaines choses sont déjà votées, parce que j'entendais Madame de Montchalin tout à l'heure dire, et ça permettra pour le porte-avions, enfin le porte-avions, ça a déjà été, comment dirais-je, compté dans le... non mais le budget de la défense n'a absolument pas touché. Voilà. C'est ça. Le porte-avions, il est prévu depuis longtemps. longue date. Voilà, tout ça. Mais simplement, à un moment donné, il faut voter les crédits de l'année suivante. Bien sûr. Mais le porte-avions, ça aussi, on a tellement fait semblant et on continue tellement. Vous savez quand même qu'on a un seul porte-avions. C'est-à-dire que... Oui, je sais, les Américains en ont 14. Oui, alors sans aller jusque-là, ça veut dire qu'on n'est même pas capable d'avoir en permanence un porte-avions à la mer. Parce que il y a il avait été question d'avoir un deuxième porte-avions avec les Britanniques. Oui, moi je me suis battu. Alors ça vous vous souvenez non, mais de ça ce c'est projet. génial, c'est absolument génial parce que moi je me suis toujours battu pour qu'on ait un deuxième porte-avions. Bon, alors Jacques Chirac l'avait mis dans son programme. Quand je faisais la campagne de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy l'avait mis dans son programme, mais il y a tellement de lobbies, d'absurdité, mais avec une pression très très forte. Enfin, il y a eu la crise de subprime en 2008. Oui, non, mais il y a un tas de raisons. C'est pas ça qui a le plus joué, c'est qu'il y a des lobbies, alors que ce soit à l'intérieur de l'armée ou en dehors de l'armée. Et puis, voilà, enfin, à la fin... Je parle de ce que je connais. Les marins, nous, on nous aime pas beaucoup dans l'armée. Il y a une guerre entre les biffins, les marins, les aviateurs. Les aviateurs et l'aéronaval. Bon, c'est vieux comme le monde. Plein de raisons. Et le résultat, c'est qu'on en était arrivé, comme vous venez de l'évoquer, cette solution, mais alors totalement saugrenue, qui a été sérieusement étudiée. Hein. Elle a été abandonnée, heureusement, mais dans laquelle on construisait un porte-avions avec les Anglais et on se le partageait 6 mois par an. C'est ça. Bon. Je connais pas une idée aussi saugrenue, mais elle est révélatrice. Un appartement Pierre et Vacances, 15 jours chacun. Mais c'est révélateur. Non, mais de ce qui nous personne ne parlait de souveraineté à l'époque, ce qui était quand même complètement aberrant. Oh, si, un peu quand même. Alors on se basait sur l'alliance l'entente cordiale, l'alliance qu'on a toujours eue avec les Britanniques. Mais ça c'est ça qui est fou quand même, c'est qu'on ne confie jamais sa survie, y compris la défense de ses frontières, à quiconque, même à son meilleur allié. On peut avoir intérêt à la défendre ensemble, mais lui confier sa survie comme ça, les yeux fermés, ça c'est quelque chose, c'est hallucinant. Enfin, ça ne doit jamais exister. Or, nous avons eu cette tentation et nous l'avons toujours. Il y a encore des gens qui vous expliquent que pour être en sécurité, il faut faire l'armée européenne. C'est-à-dire non pas des coopérations militaires avec nos partenaires, mais une intégration militaire. On revient au vieux projet de 1954, qui était le projet de la Communauté européenne de défense, que les gaullistes et les communistes avaient fait échouer. Mais voilà, c'est cette espèce de tentation permanente, mais qui fait l'impasse totale sur la nation, sur l'indépendance nationale, sur la souveraineté nationale, sur l'existence de peuples différents ayant des intérêts différents. Ils ne sont pas obligés de saper dessus tout le temps, mais enfin, il y a des intérêts différents. Bon, mais qui sait, ça recommence, mais qui peut savoir qui sera au pouvoir au Royaume-Uni dans 10 ans ou 20 ans, qui sera au pouvoir en Allemagne dans 10 ans ou 20 ans, qui sera au pouvoir en France dans 10 ans ou 20 ans. Voilà, et puis il y a plusieurs siècles avec les Anglais, c'était pas Henri, ça veut dire qu'il n'y a pas d'Europe, alors que l'Europe est infaisable, la vraie. L'Europe politique, l'Europe fédérale. L'Europe fédérale, à mes yeux, elle est infaisable et elle est à rejeter absolument. Parce que comme elle est infaisable, le risque... Ça, c'est le projet Draghi dont vous parlez. L'Europe fédérale avec des pays qui ont Draghi, une petite... il dit des choses très intéressantes sur l'économie. Après, sur le reste, c'est plus discutable. Mais si vous voulez, l'Europe fédérale... Il y a un projet d'Europe fédérale. Pour faire l'Europe fédérale, il faut effacer les nations. C'est-à-dire qu'il faut effacer des siècles d'histoire, il faut effacer l'identité des peuples, il faut effacer des différences culturelles qui sont profondes, même s'il y a si on a beaucoup de choses en commun culturellement, intellectuellement. On ne parle pas la même langue. Voilà. Il faut effacer les langues, voilà. Et donc, si le projet fédéraliste se poursuit, il a une autre contrepartie aussi, c'est que c'est le fédéralisme à l'intérieur. Pour effacer la nation, la meilleure chose à faire, c'est le fédéralisme européen et le fédéralisme régionaliste à l'intérieur, voilà, qui est un projet qui recommence à venir sur la table. Donc effacer des nations, faire des citoyens hors sol et hors histoire, mais si on veut le faire à tout prix, on va le faire, ça va être
très très dur à vivre parce que tous les moyens seront bons, ils sont déjà bons, vous voyez pas, c'est une espèce de mécanique, on peut écraser tout le monde au nom de ce projet fou, parce que c'est un projet fou. En tout cas, nous, en 8 minutes, Henri Guédon, on est passé du budget au porte-avions et du porte-avions à l'Europe parce que c'est la même histoire. C'est la même histoire, c'est le même sujet. Oui. Voilà. C'est la France. Alors on découpe tout